à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 130e webinaire Second Souffle. Oui, vous voyez à l'écran qu'il y a marqué 112, mais 112 plus 18 webinaires Instant Coach, ça fait donc bien 130. Et est-ce que vous avez remarqué ce petit changement graphique que je vous ai mis en début de générique? Et oui, le logo Second Souffle change. Voilà. Et pourquoi ça change, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Je vois que il y a un petit peu moins de monde aujourd'hui, hein, dès qu'on parle d'un sujet un peu plus, comment dire, un peu, peut-être pas tabou, mais bon, ça fait toujours un peu peur. Il y a toujours un peu moins de monde aujourd'hui. Mais ça ne nous empêche pas de reprendre nos bonnes habitudes. Et donc, on va commencer tout de suite par présenter les missions de Second Souffle. Voilà. Donc, la première mission de Second Souffle est l'accompagnement des entrepreneurs en difficulté et principalement des TPE et micro-entreprises qui représentent 95% des entreprises en France. Notre accompagnement avec un pair entrepreneur est gratuit, sans limite de temps et sans critères de sélection. Avec 13 ans de recul, notre méthode pair à pair a démontré sa capacité à accompagner personnellement et professionnellement l'entrepreneur en difficulté pour rebondir rapidement avec son entreprise ou un nouveau projet professionnel. Et puis, notre deuxième mission, c'est la sensibilisation avec nos journées 24 heures pour rebondir et nos webinaires, bien sûr. Nous sommes présents dans 45 villes en métropole et en outre-mer et nous sommes reconnus d'intérêt général. Je ne sais pas s'il y a des petits nouveaux, mais bon, pour rappel, dans cette plateforme de webinaire, vous avez deux icônes en bas à droite, l'icône chat et l'icône question. Merci de bien poser vos questions dans la partie questions, s'il vous plaît. Un petit souci technique, vous avez une aide à gauche, ou le plus simple, c'est de réactualiser la page de votre navigateur. Et puis au milieu, vous avez deux icônes, un pour mettre en plein écran et un autre pour envoyer des emojis, des émoticônes. Et là, je vais vous envoyer des petits pouces et puis des petits cœurs. Voilà. Et donc, oui, hier c'était Big. Le grand salon à Paris. J'ai rencontré quelques personnes que je connaissais déjà. Et puis, on en a profité aussi pour signer notre partenariat avec 60 000 rebonds. Ça s'est fait en présence de Madame Olivia Grégoire, la ministre. Et puis, l'occasion aussi de changer donc notre logo. Donc maintenant, pour faire plus simple, 60 000 rebonds s'occupent des entrepreneurs quand ils n'ont plus leur entreprise, et Second Souffle s'occupe des entrepreneurs quand ils ont encore leur entreprise. Voilà. Donc nouveau logo, mission beaucoup plus claire pour tout le monde, et voilà. Et on travaille de main à main, dans la main, avec 60 000 rebonds. Si des entrepreneurs contactent 60 000 alors qu'ils ont encore leur entreprise, ils nous les renvoient. Et nous, si on a des entrepreneurs qui nous contactent alors qu'ils ont liquidé, qu'ils n'ont plus leur entreprise, on leur renvoie. Voilà. Et ben voilà, c'était tout. C'est déjà pas mal. Ah si, qu'est-ce que j'ai vu? Est-ce que je l'avais vu inscrite, je sais pas si elle est là. J'avais une personne que j'ai rencontrée hier, Jamela, je sais pas si vous êtes là, Jamela. On s'était vu hier au salon à Big. Non, je ne vous vois plus, je ne vous vois pas connecté. C'est pas grave. Bonjour aussi à toutes les CCI qui sont très présentes aujourd'hui. On a CCI des Vosges, de Bretagne, de Charente-Maritime, de Paris, d'Arras, de Calais, d'Amiens, de Lille, de Martinique. J'aurais pas dû mettre Lille à côté de Martinique, parce que ça faisait l'île de Martinique. Alors, on a l'Hérault, la PACA, la Corse du Sud, la Mayenne, Saint-Dizier, Châlons-en-Champagne, Perpignan, les Vosges et la CMA de PACA. Voilà. Et puis, messieurs, mesdames de la CCI, je tenais à vous dire aussi qu'hier, quand on avait des entrepreneurs qui venaient se stand Second Souffle, alors qu'ils étaient en phase de création, peut-être un petit problème, donc c'était pas à Second Souffle de s'en occuper. Ils me demandaient, mais vers qui je me retourne? Alors je disais, vous avez toutes les associations pour vous accompagner, et puis sinon, vous n'y avez peut-être pas pensé, mais vous avez une CCI près de chez vous. Vous avez été la voir? Ah non, je n'y suis pas allé. Bon voilà, je peux vous dire que allez voir votre CCI ou votre CMA, je l'ai dit un paquet de fois hier. Voilà. Et puis merci aussi à Lalantsoa, j'espère que je prononce bien votre prénom, pour le petit message de remerciement que vous m'avez envoyé. Et puis tiens, je veux dire bonjour aussi, là je l'ai vu, il est connecté, c'est Luc, spécialiste des énergies. Voilà. Et à Xavier, spécialiste de Napoléon et des médiations. Voilà. J'ai fini, Laurence. Bonjour et bienvenue, Laurence. Laurence qui donc va nous parler d'un sujet qu'on a tous un peu peur, mais
Il faut savoir comment ça marche. Hein. On en a peur comme tribunal de commerce, et pourtant, ils ont un point commun, le tribunal de commerce et le conseil des prud'hommes, hein, Laurence. Oui, tout à fait. Ce ne sont pas des juges, ce ne sont pas n'importe quels juges que vous voyez là-bas, ce sont des pairs, ce sont des entrepreneurs comme vous et moi, qui viennent vous juger. Donc, en général, ça se passe plutôt bien. Hein. Oui. Et je rappelle aussi que les tribunaux de commerce sont là pour vous aider. Hein. Ils ne sont pas là uniquement pour dire vous fermez la boîte. Voilà. Tout à fait, il ne faut pas hésiter à les saisir. J'ai fini, Laurence. Très bien. Donc, vous passez la présentation ? Ouais, c'est parti. Alors, bonjour à toutes et à tous et merci d'être aussi nombreux à ce webinaire. On va aller directement à la deuxième slide, William, si vous voulez bien, pour que je me présente. Donc, je suis Laurence Amardey, j'ai fait des études en secrétariat et ensuite en gestion des ressources humaines. Et puis, j'ai été responsable ressources humaines dans des TPE-PME jusqu'à 250 salariés pendant plus de 25 ans, tout en étant maman de 4 enfants, dont des jumelles et 2 chiens. Voilà. Et je suis donc conseillère prud'homale et référiste depuis 6 ans. Je vais vous expliquer par la suite la différence entre, enfin c'est la même chose, mais la différence de procédure au niveau des référés. Alors, par rapport à la première slide, Williams, on peut revenir dessus. Donc, effectivement, être conseiller prud'homal, c'est s'engager dans la vie civile et citoyenne. Comme tout à chacun peut avoir un mandat au niveau de la mairie, d'être conseiller au niveau de la mairie, peut être aussi conseiller avoir un mandat au niveau de la CPAM, également pour ceux qui sont dans les écoles parents d'élèves. Donc voilà, c'est un engagement citoyen. Eh bien, être conseiller prud'homme, c'est la même chose. Voilà. C'est-à-dire que c'est bénévole et donc ce n'est pas rémunéré. Alors, c'est rémunéré, mais à petite échelle. Donc, alors, si vous êtes salarié ou employeur d'ailleurs, il y a une petite indemnité qui est versée à votre employeur pour le temps que vous passez au tribunal. Voilà, et également pour le temps de rédaction si vous êtes président au niveau des jugements. Donc moi je suis présidente sur Évry, donc dans le 91, dans la section industrie. Je suis présidente de ma section. Et puis donc mon rôle consiste déjà à faire les plannings de tous les conseillers employeurs. Je suis conseiller employeur donc désigné par le MEDEF. Juste un rappel au niveau de la désignation des conseillers. Je sais pas, c'est pour les anciens. Vous vous souvenez, on allait en mairie à l'époque pour élire les conseillers prud'homaux. Maintenant, ce sont les organisations syndicales, patronales et salariées qui désigne les conseillers prud'homaux. Donc ça a changé. Donc on envoie tout le monde peut candidater. Si vous êtes salarié, eh bien vous pouvez candidater auprès d'un syndicat salarié, CGT, CFDT, FO, etc. CGC. Et si vous êtes employeur ou même avec un poste, je dirais à responsabilité dans l'entreprise, que vous pouvez représenter l'employeur comme par exemple un DRH, un RRH, vous pouvez donc être nommé par le MEDEF ou la CPME ou d'autres syndicats patronaux. Donc moi, comme je vous disais, j'ai été désignée après candidature par le MEDEF d'Île-de-France. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Alors, on me demande toujours s'il y a une recette magique pour éviter les contentieux quand on est employeur. Eh bien, j'ai tendance à dire oui et non. Donc, tout va dépendre, effectivement, si vous êtes employeur, de la façon dont vous allez traiter vos collaborateurs. Alors, on passe à la slide suivante. Et là, effectivement, si on est, je dirais, dans une approche empathique, on admet le droit à l'erreur, on admet, on est à l'écoute de ses collaborateurs. On les fait monter en compétences, donc si on n'est pas un manager toxique, effectivement, on a de fortes chances d'éviter le contentieux. Un point qui est important aussi à mettre en avant, donc on peut passer à la slide suivante, William, c'est la formalisation. Alors la formalisation, c'est quoi? C'est-à-dire que surtout dans les TPE-PME,
vous allez reprocher quelque chose en tant qu'employeur à votre salarié, ou même en tant que salarié, vous allez reprocher des faits de harcèlement ou autre à votre employeur. Si ça n'est pas formalisé, c'est-à-dire mis par écrit, alors que ce soit un mail, un SMS ou un courrier simple ou un courrier recommandé, eh bien si c'est juste à l'oral, effectivement vous aurez du mal après, s'il y a un contentieux derrière, de prouver vos dires. Donc la formalisation est vraiment nécessaire puisque nous, en tant que juges, magistrats, donc on va analyser toutes les pièces qui confortent les arguments que chaque partie va avancer. Donc toutes ces pièces, toute la formalisation que vous aurez faite au préalable, que ce soit côté salarié, côté employeur, vont nous aider à prendre une décision. Si par exemple vous présentez devant le Conseil des prud'hommes en disant que votre employeur vous harcèle ou ne vous a pas versé un salaire du mois de temps et que vous n'apportez pas de preuves, il sera difficile pour le tribunal de vous donner raison sans preuve écrite de votre part. Même chose côté employeur, c'est effectivement vous reprochez depuis 15 ans à votre salarié une défaillance au niveau de ses compétences, mais que vous lui avez dit que oralement, et puis au bout de 15 ans d'ancienneté, vous décidez de le licencier parce que il fait plus l'affaire. Vous allez vous présenter dans le Conseil des prud'hommes, le salarié va vous dire non, moi on m'a jamais fait d'écrit, j'ai jamais eu de sanction, donc tout allait bien dans mon travail jusqu'à là être licencié, je ne comprends pas pourquoi. Donc effectivement en tant qu'employeur, vous aurez du mal à justifier que votre salarié, surtout si vous n'avez pas fait d'entretien professionnel, a commis des erreurs dans le passé, et après 15 ans d'ancienneté, il est clair que le conseil aura du mal à valider le licenciement que vous avez fait pour votre salarié. Donc la formalisation, pour rappel que ce soit des deux côtés, c'est très important. Et c'est vrai que dans les TPE-PME où on n'a pas forcément de service RH ou de service de secrétaire qui s'occupe un peu des RH, on n'a pas le temps, on se préoccupe plutôt, je dirais, du business en termes de chiffre d'affaires, nombre de clients, plutôt que de s'occuper de l'aspect humain. Et malheureusement, quand on est chef d'entreprise, il y a des obligations légales à respecter, que ce soit en termes d'affichage ou autre, et des obligations en termes d'entretien, des obligations en termes de sécurité, des obligations également en termes de gestion de l'ensemble du personnel. Donc la formalisation est primordiale. Même si aujourd'hui tout va bien pour vos collaborateurs, vous ne savez pas ce qui va se passer dans les années futures. C'est souvent le cas d'ailleurs dans les dossiers que je peux traiter, et donc c'est important de formaliser. Voilà, on peut passer. Ouais. Moi, je pourrais rajouter quelque chose qu'on sait peut-être un peu tous, mais qu'on a du mal, plus ou moins, suivant la personne à faire, c'est qu'il ne faut jamais réagir à chaud. On le sait, mais quelquefois c'est difficile. Et c'est quand on réagit à chaud qu'en général les mots s'envolent et que les actes se produisent, et c'est trop tard. Tout à fait. Alors justement, un slide après, donc vous avez été un très bon employeur, donc vous avez fait participer vos collaborateurs à la gestion d'entreprise, mais bon, votre collaborateur agit, on va dire, mal, donc vous décidez de le licencier, il n'est pas content par rapport effectivement à ce licenciement qu'il n'accepte pas, il le conteste et il se présente là devant le Conseil des prud'hommes. Donc, slide suivante, on arrive au Conseil des prud'hommes. Et donc, pour répondre à la remarque de Xavier, effectivement, les conseils des prud'hommes existent depuis même avant 1806, donc depuis 1887, je vais y arriver. Mais au début, c'était une instance qui était uniquement employeur. Et c'est seulement donc en 1906 qu'elle est devenue paritaire, c'est-à-dire que les conseillers sont à la fois salariés et employeurs. Avant, il n'y avait que des conseillers employeurs. Donc le salarié avait du mal, je dirais, à faire valoir ses droits. Maintenant, c'est paritaire. Donc, il y a 5 sections dans chaque conseil des prud'hommes. Donc, une section encadrement qui va gérer les problèmes, enfin les demandes, je dirais, des cadres et des VRP.
Et après, les autres sections vont gérer les contentieux en fonction de l'activité de l'entreprise. Donc moi, je suis en industrie, par exemple, donc je gère toutes les contentieux concernant les sociétés du bâtiment ou les sociétés de production. Dans le commerce, ça va être plutôt effectivement les activités logistiques ou après les petits commerçants. Activités diverses, c'est un peu pour tout. Et l'agriculture, c'est lié effectivement au domaine agricole. Donc, les mandats sont généralement pour 4 ans quand on est désigné. Cette année, on a été désigné en début d'année, mais pour 3 ans parce que le mandat précédent, on a fait 5 ans. Il y a des pourparlers en ce moment pour que les conseils des prud'hommes n'existent plus et que ce soit rattaché directement au tribunal d'instance. Donc on attend, on ne sait pas encore si effectivement cette instance va perdurer. Alors le nombre de conseillers par ville, par tribunaux est défini donc par le tribunal de Paris. Donc pour vous donner un exemple, au tribunal donc des prud'hommes de Paris, il y a 832 conseillers au total. Sur Évry, nous sommes 150. Donc moitié salarié, moitié employeur. Le statut du conseiller prud'homal est un statut de salarié protégé. C'est-à-dire que si votre employeur décide de mettre fin à votre contrat, il faudra demander l'autorisation à l'inspection du travail. Voilà, c'est la différence avec un salarié non protégé. Donc, nous ne sommes pas des juges professionnels, c'est-à-dire nous ne mettons pas la robe, comme les juges que vous pouvez voir dans les instances, dans la cour d'appel, cour de cassation ou tribunal judiciaire. Nous n'avons pas de robe, nous avons juste une médaille, donc elle est jaune pour le président et blanche pour les assesseurs. Et on siège, c'est-à-dire qu'on est présent au tribunal où on émet des jugements sur notre temps de travail. Maintenant, on peut dépasser les heures en fonction du temps de travail, mais votre employeur, si vous êtes soit côté salarié ou soit si vous représentez l'entreprise, doit vous libérer du temps pour pouvoir effectivement aller siéger au tribunal. Donc, à chaque audience, il y a un conseiller président qui dirige les débats. Et ça change d'une semaine à l'autre. Une semaine, c'est un conseiller président salarié et l'autre semaine, c'est un conseiller président employeur. Le rôle du président, c'est de faire ce qu'on appelle la police de l'audience. Il m'est arrivé à maintes reprises de voir des avocats se chamailler entre eux. Donc là, on est obligé d'élever un petit peu la voix et effectivement pour retrouver le calme au niveau de l'audience et que les débats reprennent calmement pour que chacun puisse s'entendre. Voilà. Et le rôle aussi du président, qu'il soit salarié ou employeur, c'est de faire les rédactions du jugement, donc qui sont très importantes, bien sûr, et qui peuvent prendre jusqu'à 10 heures en fonction du dossier. Donc, si vous avez une audience avec, vous entendez 5 ou 6 dossiers différents, eh bien, vous avez du travail derrière pour pouvoir rédiger. Voilà. C'est le greffier, quoi. Comment ? C'est le greffier. Ah non, nous, on n'est pas greffier. Le greffier prend des notes. Voilà, c'est lui qui s'occupe de toute la procédure en termes de convocation des parties. Mais par contre, lui ne juge pas et après, il reprend les jugements qu'on lui envoie pour les mettre en forme et les envoyer donc effectivement aux parties demandeurs et défendeurs. Et la médaille, Laurence, oui. Elle est à vous ? Non, on peut l'acheter, mais le tribunal, donc effectivement, en produit, les fournit. Alors, on a eu un souci effectivement au moment du Covid. Alors avant, on portait la médaille sur nous. Maintenant, depuis le Covid, on la met devant nous. Ouais. Voilà, parce que bon, elle est pour tous les conseillers, donc on se la partage. Après, on peut, si on le souhaite, en acheter une, quoi. Et puis lors des canicules, vous travaillez pas parce que les médailles peuvent fondre. Non, elle ne fond pas, je vous rassure. Alors, on va passer à la slide suivante. Donc là, on va rentrer dans le cœur du sujet par rapport aux procédures. Donc, il y a 2 procédures différentes, on va dire, c'est pour ça que j'ai mis 2 couleurs différentes. La procédure de formation de référé, je vais vous expliquer après, bien sûr, de quoi il s'agit. Et également, donc, la procédure au fond,
donc où on peut aller jusqu'au bureau de jugement. Donc, on va commencer avec la slide suivante. William, voilà, par le référé. Alors, qu'est-ce que le référé? Donc, le référé, déjà, c'est une audience publique, donc tout le monde peut y participer. Et là, on n'est que 2 conseillers. Donc, un conseiller employeur, un conseiller salarié, et toujours accompagné d'un greffier, bien évidemment. Le référé, c'est une procédure qui va permettre c'est le juge de l'évidence, si vous voulez, ça va permettre de juger quelque chose d'urgent. Alors, qu'est-ce qui est urgent? Par exemple, quelqu'un qui n'a pas eu son solde de tout compte, donc qui effectivement ne peut pas s'inscrire à Pôle emploi, donc il a besoin de ses documents, donc l'employeur ne lui a pas remis. Quelqu'un qui n'a pas été payé, quelqu'un qui saisit le conseil en référé parce que il a été malade et l'employeur n'a pas fait le nécessaire auprès de la prévoyance, donc il ne touche pas de revenus. Voilà, c'est tout ce qui est dans l'urgence, mais ça ne touche pas ce qu'on appelle au fond. La procédure de fond, on va la voir après, sauf dans 2 cas précis, qui est la contestation de l'avis du médecin du travail. Si par exemple vous êtes mis en inaptitude, le salarié ou l'employeur peut contester l'avis du médecin du travail auprès de la procédure donc en référé, qui est une procédure, je vous dis, accélérée au fond, c'est-à-dire qu'on va la juger. Alors, si quand vous faites votre demande, sous 1 mois, elle va être mise au rôle, ce qu'on appelle, donc on va l'entendre, et puis vous aurez une décision dans les 15 jours. Donc c'est quelque chose qui va très vite par rapport à la procédure au fond. Par contre, nous conseillers, qu'on soit salarié ou employeur, donc on n'aime pas du tout avoir des contestations d'avis du médecin du travail parce qu'on n'est pas médecin. Donc ça a été mis en place, cette procédure depuis, je sais pas, à peu près une dizaine d'années. Mais il est vrai qu'on n'est pas médecin, donc généralement la procédure va durer un peu longtemps parce qu'on va nommer des médecins experts pour analyser effectivement la situation du salarié, si son inaptitude est fondée sur des choses, des cas vérifiés par le médecin du travail. Et en fonction du compte rendu du médecin nommé, eh bien, on va prendre une décision. Voilà, on peut soit effectivement refuser, annuler l'avis d'inaptitude, ou soit la confirmer. Et ensuite, donc, il y a une contestation du refus des congés payés, par exemple, ou des congés spéciaux. Donc, dans ces cas-là, on juge au fond, donc on juge pas en référé, c'est-à-dire référé, je vous disais, procédure même urgente, mais là, on va faire un jugement, alors que dans la formation des référés normale, on va émettre une ordonnance. La différence, c'est que lorsqu'on va émettre une ordonnance en formation de référé, si après vous allez au fond, les juges du fond, au Conseil des prud'hommes, peuvent décider autrement, faire un jugement qui est complètement différent de ce qu'a rendu le juge des référés, donc l'ordonnance. Alors que si vous êtes en formation de référé accéléré au fond, là c'est un jugement, et donc si vous voulez le contester, vous allez directement en cour d'appel. Voilà, donc on peut passer à la slide suivante. Alors je regarde s'il y a des questions pour le moment. Non, d'accord. Alors, la saisine au fond. Donc ça, c'est l'autre procédure, effectivement, du Conseil des prud'hommes, je veux dire la plus courante, qu'on connaît tous plus facilement. Il y a 3, effectivement, phases. Il y a ce qu'on appelle le bureau de conciliation et d'orientation. Il y a ensuite la mise en état et le bureau de jugement. Donc, on va commencer par la première, le bureau de conciliation avec la slide suivante. Donc là, ça se fait, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure au référé, donc ça se fait à huis clos, c'est-à-dire que la porte est fermée. Aucune autre personne ne peut assister, hormis les parties. C'est-à-dire les parties, c'est le demandeur et le défendeur avec leur avocat, mais personne d'autre ne peut y assister. Alors quelquefois, on accepte des stagiaires qui font leur stage dans les bureaux d'avocats pour effectivement qu'ils puissent se former aussi, mais sinon, on accepte personne d'autre donc en bureau de conciliation. On est là aussi 2, donc un conseiller employeur, un conseiller salarié. La présidence est partagée comme tout à l'heure. Une fois, le président est conseiller salarié, une fois, il est conseiller employeur. Et il y a toujours le greffier
qui nous accompagnent. Donc l'objectif de ce bureau de conciliation, c'est d'essayer de faire, qui est tendance aujourd'hui de toute façon, de faire de la médiation. Donc essayer de rapprocher les parties pour essayer de trouver une solution, d'ores et déjà à ce niveau-là, bien qu'on puisse trouver une conciliation à n'importe quel moment de la procédure. Même si en attendant le jugement, on peut concilier entre-temps. Donc il y a même après le jugement, on peut aussi concilier. Donc on peut concilier à n'importe quel moment, mais pourquoi on le fait d'ores et déjà? Pour essayer aussi déjà, quand les montants, je dirais, engagés sont faibles, on prévient les parties qu'il y a un risque, je dirais, pour les deux. On n'étudie pas le fond du dossier, mais on met en avant plutôt l'aspect pour le salarié, l'aspect psychologique. Effectivement, subir une procédure au niveau du Conseil des prud'hommes, psychologiquement, c'est très difficile, dans la mesure où déjà ça prend du temps. Donc, si on a été licencié, on a du mal à faire le deuil effectivement de son entreprise. Donc, psychologiquement, c'est très difficile à vivre. De plus, du côté de l'entreprise, si on n'arrive pas effectivement à une négociation, si l'entreprise a un dossier qui est un peu bancal, ça peut entraîner une condamnation. Et si c'est une petite entreprise, cette condamnation peut mettre en péril, je dirais, l'activité et la continuité de cette TPE-PME qui peut en arriver à une liquidation judiciaire. Donc les 2 ou 3 autres salariés qui sont dans cette entreprise peuvent effectivement perdre aussi leur travail parce que la condamnation, le montant de la condamnation ne pourra pas être payé par l'entreprise. Donc voilà, il y a des risques, je dirais, de chaque côté des parties. Donc on les invite effectivement à négocier. Donc c'est alors on peut, oui, ce que j'ai écrit, on peut effectivement se transformer en bureau de jugement directement, là dit restreint. Donc là, dans ces cas-là, on ouvre la porte. S'il y a une absence de non légitime d'une des parties, c'est-à-dire qu'une des parties ne se présente pas à l'audience, mais il faut absolument que les 2 conseillers, le conseiller employeur et le conseiller salarié, soient d'accord pour se transformer directement en bureau de jugement. Donc moi, en 6 ans, je ne l'ai jamais fait. Donc parce qu'effectivement, si une des parties est absente, la personne a pu avoir un accident sur la route, donc n'a pas pu prévenir le conseil le fait qu'elle ne soit pas là. Donc il y a des risques par rapport à ça. Donc on va pas émettre un jugement sans connaître la raison de l'absence d'une des parties. Donc généralement, c'est pas pratique. Alors, il y a Julien qui demande, mais je crois que vous avez répondu, Laurence, comment les conseillers jugent de cette non-légitimité de l'absence d'une des parties, c'est quand elle n'est pas là? Oui, tout à fait. Quand ils ne se présentent pas, donc à cette audience. Et il y avait une question... Et qu'ils ne préviennent pas le greffe de leur absence. Donc le bureau de jugement, c'est le même dont vous avez parlé dans la slide d'avant, c'est-à-dire que... Non. Non, c'est pas en référé. Ouais, alors, si j'ai bien compris, l'ordonnance, donc en référé, peut être, j'ai pas les termes, mais changé, modifié, non approuvé. Peut effectivement se transformer en un jugement au fond, voilà. Pour seulement 2 cas, la contestation de l'avis du médecin du travail et la contestation du refus des congés payés. Et après, si au fond, on peut faire appel. Alors, dans la formation de référé, oui, on peut faire appel. Il y a possibilité de faire appel de la décision, mais c'est un jugement là qui est émis. Et donc, est-ce que c'est le même jugement qu'ici? Peut-on se transformer en bureau de jugement, le BJ? C'est le même? Alors, la différence, ce sera les motifs, les chefs de demande. D'accord, ouais. Parce qu'il y a Bruno qui demandait quel est le statut des juges de cour d'appel. Alors les juges de cour d'appel, ce sont des juges professionnels, comme je le disais tout à l'heure. Nous ne sommes pas des juges professionnels. Ça peut être vous qui effectivement candidatez pour être conseiller prud'homal. Dans ces cas-là, vous candidatez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit auprès d'une organisation syndicale, employeur ou salarié. Et il y a des formations qui sont prévues pour vous monter en compétence justement au niveau de comment ça se passe quand on est conseiller et au niveau du droit.
Après aussi, il y a une recherche, je dirais, personnelle à faire sur la modification du droit. Vous savez que le droit du travail change en permanence, donc il faut rester, je dirais, en veille active sur l'actualité juridique. Dernièrement, on a eu les congés payés qui effectivement continuent à courir lorsqu'on est en arrêt maladie. Donc on s'est plié à la Cour européenne, alors qu'avant, bon, c'était pas le cas. Donc voilà, il faut se tenir au courant. Bon, maintenant ces affaires, je dirais, pourront arriver plus tard. Aujourd'hui, on traite les affaires plutôt de début 2023 ou fin 2022. Voilà. Très bien. Alors, on revient donc au bureau de conciliation. Donc, si jamais effectivement les parties n'arrivent pas à concilier, donc à tomber d'accord, là, avec la slide suivante, on va passer ce qu'on appelle en mise en état. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si William, vous voulez bien passer la slide suivante. Voilà. La mise en état, c'est aussi une procédure où on ferme la porte. Il n'y a que les parties qui sont présentes. Il y a toujours deux conseillers, un employeur, un salarié. Et là, dans ces cas-là, l'objectif, c'est de vérifier si chaque partie est en état. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être en état? Si chaque partie a bien remis les pièces de son dossier à l'autre partie. Parce que toute procédure doit respecter ce qu'on appelle le principe du contradictoire, c'est-à-dire qu'au dernier moment, vous ne pouvez pas amener une pièce devant le tribunal, il faut que l'autre partie puisse l'avoir avant si elle a des commentaires à faire sur cette pièce supplémentaire, etc. Donc toute pièce donnée en audience de jugement qui n'a pas été donnée au préalable au contradicteur ne peut pas être acceptée, sauf si effectivement le contradicteur l'accepte. Si ça n'a pas de valeur ajoutée ou si ça ne change pas le fond de sa plaidoirie. Voilà. Mais effectivement, la mise en état, donc, a cet objectif de vérifier que le principe du contradictoire est bien respecté. Si ce n'est pas le cas, on peut mettre une deuxième audience de mise en état, voire une troisième, si effectivement les parties ne sont pas communiquées leurs pièces respectivement. Par contre, il faut savoir que la mise en état a été mise en place il y a quelques années donc par l'État, mais n'est pas pratiquée dans tous les tribunaux. Dans mon tribunal à Évry, on le pratique systématiquement. Pourquoi? J'ai ma caméra qui s'est éteinte. Voilà. Oui, pourquoi on le pratique systématiquement? Parce que ça évite, quand on arrive en bureau de jugement, qui est la troisième phase, d'éviter des renvois en disant effectivement, c'est-à-dire de ne pas plaider que l'avocat on n'est pas obligé d'avoir un avocat, on peut se défendre soi-même, mais de dire moi j'ai pas reçu les pièces de l'autre partie, donc je demande un renvoi parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu étudier les pièces parce qu'on ne les a pas communiquées. Donc voilà, le rôle de la mise en état, c'est vraiment de vérifier ça. Alors je sais qu'à Longjumeau dans le 91, ils ne pratiquent pas la mise en état. Donc, ça veut dire qu'en bureau de jugement, quand on arrive devant les juges, devant les magistrats, au dernier moment, il y a beaucoup de demandes de renvoi parce que les parties ne sont pas en état, ne sont pas communiquées leurs pièces. Voilà. Une question. Est-ce que c'est clair? Oui, une question de Bruno. Une partie peut-elle se faire représenter par un avocat sans être présente? Tout à fait. Tout à fait. Donc, l'avocat, à ce moment-là, représente soit le salarié, soit l'employeur, mais sa présence n'est pas obligatoire. Ça peut être une autre personne qui la représente qu'un avocat? Comment? Ça peut être une autre personne qu'un avocat qui la représente? Alors, ça peut être un défenseur syndical. Donc, il y a des défenseurs syndicaux qui sont salariés, mais il y a aussi des défenseurs syndicaux qui sont patronaux, du côté des entreprises, donc qui sont mandatés par le salarié ou l'employeur pour venir les défendre auprès du tribunal. Et ça, c'est gratuit. Il faut juste, je crois, payer une adhésion au syndicat, mais ça ne coûte pas cher. Maintenant, c'est souvent des conseillers ou des bénévoles qui le font, mais c'est rarement des avocats qui vont effectivement être conseillers prud'homal. C'est pas leur j'ai perdu le terme, qui vont être c'est ce que je disais avant, conseillers bref, enfin qui vont pouvoir vous aider gratuitement. Cela dit, défenseur syndical, voilà, j'ai retrouvé le mot. Pour un syndicat, pour un avocat, c'est pas intéressant puisqu'il va pas se faire payer, donc
voilà. Donc c'est souvent des bénévoles qui sont défenseurs syndicaux. Mais il y a effectivement possibilité de se faire représenter, et c'est ce qu'on conseille souvent aux parties quand elles se présentent seules et qu'on voit qu'elles n'ont pas la capacité effectivement de se défendre ou l'argumentaire nécessaire. On les invite alors soit à prendre donc un avocat, soit un défenseur syndical, ou soit demander en fonction de leur revenu l'aide juridictionnelle qu'il a. Donc s'ils ont de faibles revenus, donc l'avocat sera payé par l'État. Vous commencez à chercher vos mots, Laurence. Je crois que vous avez besoin de partir en week-end. Oui, c'est bientôt. Alors, page suivante. Oui. Vous aimez les webinaires Second Souffle? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Second Souffle. Il suffit de cliquer sur l'icône Second Souffle juste ici et de vous abonner. Merci. Alors, il y a 5 cas où on passe pas les 2 étapes d'avant, c'est-à-dire le BCO et la mise en état. Le premier cas, c'est une demande de requalification d'un CDD en CDI. Alors, on voit le cas régulièrement parce qu'un CDI n'est pas obligatoirement écrit, alors qu'un CDD est obligatoirement écrit. Et si le CDD n'est pas remis dans les 48 heures au salarié, il se transforme directement en CDI. Donc ça, il faut le savoir. Et souvent, dans les TPE-PME, l'employeur va remettre le contrat, le CDD, après le délai de 48 heures. Et à partir du moment où le salarié est toujours en CDD, mais où ça peut devenir les relations conflictuelles, il va saisir le tribunal pour requalifier son CDD en CDI, en apportant la preuve effectivement qu'il a reçu son contrat, son CDD, son contrat de CDD au-delà des 48 heures. Donc là, il n'y a pas les 2 autres procédures dont je vous ai parlé au préalable. Le deuxième cas, c'est la prise d'acte. Alors, qu'est-ce qu'une prise d'acte? Un salarié fait une prise d'acte quand il considère que l'employeur a commis des fautes graves à son encontre. Donc, il peut prendre une prise d'acte. Tant qu'elle n'est pas jugée, donc c'est-à-dire qu'il met fin à son contrat de travail par un courrier envoyé à son employeur disant qu'il prend acte de la rupture de son contrat de travail. Tant que cette prise d'acte n'est pas jugée, il est considéré démissionnaire. Donc, il ne va pas pouvoir percevoir les indemnités de Pôle emploi. Alors, l'objectif, effectivement, de saisir le Conseil des prud'hommes, c'est pour démontrer que sa prise d'acte est liée à des faits, justement, qui sont graves. Donc, à lui d'apporter la preuve, la charge de la preuve repose sur le salarié pour démontrer que l'employeur a commis des faits graves qui nécessitaient, effectivement, cette prise d'acte. Et là, le tribunal, les conseils des prud'hommes, donc les conseillers peuvent décider que ou pas que cette prise d'acte effectivement repose sur des faits incontestables et sérieux, et transformer cette prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De là, l'employeur va être condamné à payer l'indemnité de licenciement, le préavis et peut-être des dommages et intérêts s'ils sont demandés, et souvent ils sont demandés par le salarié. Ensuite, on a l'entreprise en redressement en liquidation judiciaire. Là, par exemple, une entreprise est en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, donc ne peut plus payer ses salariés, donc ils vont saisir le Conseil des prud'hommes pour pouvoir avoir leur solde de tout compte et pouvoir avoir leur indemnité de licenciement et leur préavis effectivement à payer. Et là, ce sera un mandataire judiciaire donc qui va être nommé, qui va se présenter, et également les AGS. Les AGS, c'est eux qui vont payer le dû aux salariés si effectivement le salarié obtient gain de cause. Alors, on a remarqué depuis quelque temps que les AGS ont accès de plus en plus aux bases de données, que ce soit de la CPAM, de la CRAMIF, pour aussi déclaration d'emploi des salariés. Donc, ils creusent de plus en plus les dossiers pour voir effectivement si la liquidation judiciaire n'est pas fictive, parce que il y a des cas effectivement où on a des doutes. Un employeur voyant effectivement qui ne va plus avoir la possibilité de payer ses salariés, donc fait une liquidation judiciaire, et puis quelques mois plus tard va recréer une autre société. Donc entre-temps, les salariés qu'il avait donc vont être payés
par l'État, par les AGS. Il va reconstruire une société à un autre nom de son épouse ou du frère, de la sœur, etc. Et derrière, va réembaucher les salariés qui ont obtenu leur indemnité de licenciement et des dommages et intérêts par les AGS. Donc ça, c'est très courant aussi dans le monde du BTP. Et de ce fait-là, les AGS creusent de plus en plus, donc font des recherches pour voir si tel n'est pas le cas. Cabinet de recrutement me propose un statut d'auto-entrepreneur. J'ai une question là. Un cabinet de recrutement me propose un statut d'auto-entrepreneur auprès d'entreprises. Ont-ils le droit? Alors, ils ont le droit, effectivement, là, bon, je vais changer de sujet, mais je réponds à la question, de vous demander d'être auto-entrepreneur. Par contre, si vous êtes auto-entrepreneur, ça veut dire que vous gérez seul votre entreprise. Ils n'ont pas de directive à vous donner. Votre emploi du temps est libre. Vous allez gérer librement. Si un jour, effectivement, vous n'avez pas envie de travailler, vous ne travaillez pas, ils ne pourront rien vous reprocher. Et il faut généralement avoir plusieurs clients. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez qu'un client unique et vous recevez des directives par écrit, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, la formalisation, vous pouvez aller contester justement ce statut d'auto-entrepreneur auprès du Conseil des prud'hommes en disant que non, il s'agit d'un CDI parce que vous avez un seul client unique et justement vous recevez vos directives, vous n'êtes pas maître de votre emploi du temps et de la façon dont vous gérez votre mission. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais bon. Alors, j'en reviens donc aux 5 cas portés directement devant le bureau de jugement. Donc, il y a également donc le droit d'alerte des représentants du personnel en cas d'atteinte à une liberté fondamentale. C'est une atteinte, par exemple, à la dignité humaine. C'est une atteinte à la liberté d'expression. C'est une atteinte, par exemple, à la surveillance du salarié. On met en place des caméras sans en informer les salariés pour les surveiller, des choses comme ça. Et puis, le dernier cas, c'est une contestation d'un refus de congé de formation économique et syndical. Voilà. Là, on n'a plus les 2 autres procédures d'avant, donc le BCO et la mise en état. Donc là, on va passer à la classe suivante. Donc, on a effectivement été en BCO, donc en bureau de conciliation et en mise en état, où la mise en état, donc on va fixer un calendrier, oui je vous l'ai pas dit, donc où chaque partie, on va leur donner un temps pour remettre les documents à l'autre partie, et on va donc définir, s'ils sont en état, une date de jugement. Donc là, c'est pour ça que ça prend du temps dans la procédure. Donc on va arriver au bureau de jugement. Donc au bureau de jugement, ce qui change par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est 4 conseillers. Donc, on est 2 conseillers employeurs, 2 conseillers salariés et toujours le greffier qui est présent. Donc là aussi, la présidence change. Une semaine, c'est une présidence salariée. La semaine suivante, c'est une présidence employeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait en bureau de jugement? Quel est notre rôle? Eh bien, c'est déjà de vérifier une dernière fois si le contradictoire, ce que je vous disais tout à l'heure, a été respecté. De chaque partie, eh bien, eu les conclusions et les documents de l'une et l'autre, et puis d'écouter les parties, donc d'écouter ce qu'elles ont à dire par rapport à ce qu'on appelle à leur chef de demande, c'est-à-dire je demande une indemnité, je demande que mon licenciement pour faute grave soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, je demande l'annulation de ma mise à pied, je demande l'annulation de ma sanction, je demande des dommages et intérêts, je demande des rappels de salaire, etc., etc. Donc là, on va écouter donc les parties. Et normalement, le Conseil des prud'hommes en bureau de jugement est une procédure orale. C'est-à-dire qu'on ne devrait même pas avoir de conclusion ni de pièce. Et vous comprendrez qu'il est difficile de juger sur l'oralité si chaque partie n'apporte pas la preuve de ses dires. Donc, si par exemple un salarié saisit le tribunal pour harcèlement moral ou harcèlement sexuel et ne démontre pas effectivement qu'il y a eu une faute de l'employeur à ce niveau-là, c'est parole contre parole, c'est difficile de juger dans ces cas-là. Donc on a besoin, et c'est pour ça que je reparle de formalisation, d'avoir des pièces écrites de chaque partie. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a entendu les parties, donc toute la série, je dirais, de jugements qu'on a ce jour-là,
Donc, on va délibérer, c'est-à-dire qu'on va se réunir tous les quatre conseillers, et on va étudier chaque dossier, regarder chaque pièce, et on va décider effectivement sur chaque chef de demande. Hein, on va les passer un à un, donc c'est pour ça que la délibération prend du temps. On va effectivement prendre position. Si on donne raison au salarié, qui est souvent le demandeur, et au défendeur, qui est souvent un employeur. Ça peut être l'inverse, hein, comme je vous disais tout à l'heure, mais bon, souvent c'est comme ça. Et donc, on va se mettre d'accord. Pour être d'accord, il faut qu'au moins 3 conseillers soient d'accord sur le jugement. S'il y en a 3, donc il y a effectivement le jugement est acté, enfin la décision est actée. Si par contre il y a 2 conseillers qui sont, admettons, pour donner raison au demandeur et 2 qui sont pour donner raison au défendeur, eh bien là, on n'est pas d'accord. Donc, on va aller en départage. Alors, qu'est-ce que le départage? C'est un juge professionnel départiteur qui est donc désigné pour entendre à nouveau l'affaire et qui là va prendre une décision. Alors, il est libre de prendre la décision seul, mais il peut demander aussi l'avis des conseillers. Pourquoi on n'était pas d'accord, sur quel motif, quel argument on met en avant, etc. Donc là, ça veut dire, si on va en départage, se repasse une nouvelle fois devant le Conseil des prud'hommes pour être entendu par le juge départiteur. Je continue après. Donc une fois qu'on a effectivement fini le délibéré, mettons, on tombe d'accord, eh bien on va rédiger le jugement. Donc là, je me répète, effectivement, un jugement est long à rédiger parce qu'il faut qu'on motive chaque chef de demande. Pourquoi on a pris cette décision-là? Par rapport à quel article du Code du travail ou du Code de procédure civile? On s'appuie plutôt effectivement sur le Code du travail et le Code de procédure civile et rarement sur les cours de cassation ou les décisions de cour d'appel. Nous, on juge vraiment en droit par rapport au Code du travail. Voilà. Parce que vous avez des décisions en cours d'appel ou en cours de cassation qui peuvent effectivement émettre une décision complètement différente en fonction de là où vous êtes jugé sur des chefs de demande. Donc, ce jugement, une fois rédigé, va être transmis au greffier pour bonne présentation. Et en fonction de la date qui aura été définie donc pour remettre cette décision aux parties, eh bien les parties pourront simplement appeler je dirais le greffe pour avoir le délibéré, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé, qui a raison, qui a tort. Et puis une fois que le jugement est envoyé à chaque partie, ils ont 1 mois maximum pour faire appel de la décision qui a été prise. D'où l'intérêt aussi, pour ne pas être cassé, ce qu'on appelle en cours d'appel, c'est de bien motiver la rédaction de son jugement. Voilà, pourquoi on a pris telle décision, et c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps. Et donc, surtout, voilà, si on veut faire appel, c'est 1 mois maximum. Après 1 mois, il n'y a plus de possibilité du tout de faire appel. Bien. Voilà, est-ce que j'ai été claire ? Oui, c'est très clair, Laurence. Et puis, des questions ? Il y a beaucoup de questions, Laurence. Alors, je peux vous dire que vous n'êtes pas prêt de partir en Bretagne. Je vous écoute. Alors, une question encore de Bruno. Quid des transactions individuelles et de sa prolifération? Il semblerait que quid des transactions individuelles et de sa prolifération? Il semblerait que certains se soient spécialisés dans ce type de procédure et s'enrichissent aux dépens des petits patrons et des contribuables. Alors, je vois pas le lien, mais une transaction se fait, en tant que moi là, je vais même mettre ma casquette DRH. Une transaction se fait après une rupture de contrat et avant saisine du tribunal. Je sais pas si c'est ce que veut dire la personne. Donc là, effectivement, les deux parties ne sont pas. Il y a une partie qui est pas d'accord, on va dire le salarié souvent sur son licenciement. Donc fait savoir par écrit à l'employeur qu'elle veut contester ce licenciement. Et donc l'employeur, a un dossier qui est un petit peu bancal par rapport au motif du licenciement et va donc transiger, c'est-à-dire que chacun fait des concessions réciproques dans un document écrit où là effectivement
l'employeur va donner une certaine somme d'argent, mais c'est c'est pas l'État qui donne, hein, c'est l'employeur. Il va avoir un forfait social de 30% donc sur ces sommes. Et par contre, ces sommes vont passer sur un bulletin de paye, vont être déclarées en DSN et produiront au niveau de Pôle emploi une carence supplémentaire. Voilà. Alors par contre, si j'en reviens là, je remets ma casquette de conseiller employeur, enfin de conseiller même au niveau du conseil des prud'hommes, si effectivement une conciliation est faite, et là j'emploie pas le mot transaction, hein, c'est bien une conciliation est faite au moment de la conciliation au niveau du tribunal, là effectivement, toutes les sommes qui seront allouées et qui ne dépassent pas 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ne seront pas transmises à Pôle emploi et ne généreront pas ni de charges pour les 2 parties et ni d'impôts et ni de carence au niveau de Pôle emploi. Donc c'est pour ça qu'on le voit souvent, effectivement. Alors il peut y avoir des arrangements après au niveau entre employeurs et salariés qui effectivement signent quand même une transaction pour sécuriser, je dirais, et la mettre sous séquestre au niveau des avocats, et après se présentent devant nous en disant finalement on veut concilier, voilà, on s'est mis d'accord sur tel montant. Et après ils déchirent la transaction parce qu'effectivement d'un point de vue fiscal et social, c'est plus intéressant de venir transiger devant le Conseil des prud'hommes parce que voilà, il y a pas de charge, ni impôt, ni rien sur le montant si ça ne dépasse pas encore une fois 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. On doit être dans les 90 KE ou quelque chose comme ça. Une question de Julien. De quelle manière la charge de travail des conseillers se réduirait de manière à laisser plus de temps à chacun de lire toutes les pièces avant jugement? De quelle manière la charge de travail des conseillers se réduirait de manière à laisser plus de temps à chacun de lire toutes les pièces avant le jugement? Alors, je ne comprends pas la question. Non. Il l'a reformulé autrement. Oui, s'il vous plaît, parce que dans quelle proportion tous les conseillers lisent effectivement les pièces des dossiers sur lesquels ils ont à juger? Écoutez, nous on a une charte éthique en tant que conseiller, on prête serment, donc on s'engage effectivement déjà à juger en droit. Et c'est vrai que c'est quelquefois compliqué de ne pas mettre son affect ou ses valeurs humaines dans l'appréciation d'un dossier, mais on juge en droit. Donc ça fait partie de nos valeurs éthiques. Et on ne peut pas de toute façon émettre un jugement sans regarder les pièces qui sont dans le dossier. Enfin, c'est capital. Je dirais, si encore une fois on nous dit tiens, j'ai eu le cas récemment, donc un salarié a été licencié pour faute grave parce que il a écrit à son employeur et a mis en copie certaines personnes en communiquant des données chiffrées de l'entreprise, montrant que l'entreprise était en difficulté financière, et donc a été licencié pour faute grave par l'employeur. Sauf que à ce mail, l'employeur, en regardant les pièces, on s'est aperçu que l'employeur avait répondu au mail en remerciant la personne d'avoir alerté sur les difficultés de l'entreprise, qu'elle avait fait bien son travail et que justement à chacun de faire des efforts pour essayer de redresser les comptes de l'entreprise. Donc vous voyez, c'était complètement contradictoire en fonction effectivement du motif de licenciement et de ce qu'a répondu l'employeur. Donc l'employeur a été dégoûté, quoi. Voilà. D'où l'importance de regarder les pièces. Ouais. Parce que là, ça n'avait pas été débattu à l'oralité, quoi. Tout à l'heure, Laurence, vous avez répondu à Fouzia qui avait écrit: un cabinet de recrutement me propose un statut d'auto-entrepreneur auprès d'entreprises, ont-ils le droit? Et Fouzia répond: de quel nouveau type de contrat, hormis le CDD et le CDI, vous avez parlé? Quels sont les nouveaux types de contrats, hormis le CDD et le CDI? Vous avez les contrats de travail. Si on parle de contrats de travail, vous avez après des contrats via tripartiste, via un intérimaire. Vous avez dans le portage salarial. Le portage salarial, voilà. Enfin bon, il y a différents contrats effectivement qui peuvent être faits, quoi. Mais après, si c'est par portage salarial, ça veut dire que vous êtes entrepreneur, quoi. Donc que vous avez votre société. Tiens, une petite question statistique. Est-il possible de savoir statistiquement au niveau national quels sont les résultats de ces procédures
pourcentage des patrons qui gagnent et pourcentage des salariés qui gagnent? Alors, c'est une très bonne question. Malheureusement, à notre niveau, on n'a pas ces résultats. Alors, j'entends beaucoup dire, effectivement, oui, de toute façon, le salarié va systématiquement au prud'homme parce que c'est le tiroir caisse et il est sûr de gagner. Eh bien, non. Je peux vous assurer que non. C'est pas systématique. Encore une fois, encore faut-il apporter la preuve de ces dires. Et puis, voilà, toutes les pièces sont importantes et le salarié ne gagne pas forcément et systématiquement. Voilà. Une question de Luc, spécialiste en énergie. Au-delà de la conciliation en début de procédure, est-il prévu en cours de procédure la possibilité de renvoi en médiation? Alors, la médiation, telle qu'on l'entend juridiquement aujourd'hui, n'est pas prévue au niveau du Conseil des prud'hommes puisque c'est le bureau de conciliation. Par contre, on peut concilier à n'importe quel moment, je vous ai dit, même après un jugement, voilà, mettons l'employeur effectivement perd ou le salarié perd son jugement, il dit bon, il y a l'autre partie, je vais faire appel, l'autre n'a pas envie, donc est-ce qu'on peut s'entendre, est-ce qu'on peut concilier, s'arranger, ça c'est possible à tout moment. Par contre, la médiation apparaît effectivement de plus en plus dans le tribunal d'instance, dans les cours d'appel aussi, pour désengorger aussi les tribunaux et essayer d'arriver à un accord au préalable. Mais pas au niveau du Conseil des prud'hommes, il n'y en a pas puisque c'est le rôle du bureau de conciliation et d'orientation. Alors, une question de Virginie, qui n'a pas posé sa question dans la partie questions, mais dans le chat. Mais Virginie, je vais quand même vous poser votre question. Alors, c'est une question peut-être un peu personnelle. Je sais pas, j'ai le cas d'un apprenti qui est en contrat d'apprentissage. L'entreprise vient d'être mise en liquidation pendant sa période d'essai. Les indemnités de paiement du contrat jusqu'à la fin théorique de celui-ci vont-elles être versées par le liquidateur? Alors, non, le contrat va s'arrêter au moment de la liquidation judiciaire. Par contre, il faut qu'il aille effectivement, sauf si le liquidateur le fait systématiquement, bon, ce qui est assez rare, mais il peut aller devant le Conseil des prud'hommes pour réclamer son solde de tout compte, c'est-à-dire les congés qu'il a acquis, son dernier salaire s'il n'a pas été payé. Mais le contrat va s'arrêter. D'accord. Et peut-être une dernière question avant la Bretagne. Comment on va savoir que je m'en vais en Bretagne? Passer le week-end. Merci William. Comment évolue aujourd'hui le nombre de contentieux versus le nombre de conciliations entre les parties avec leurs avocats sans aller au tribunal? Alors c'est une très bonne question. Il y a de moins en moins de contentieux depuis que les ruptures conventionnelles ont été mises en place. Parce qu'effectivement, les parties tombent d'accord, voilà, pour éviter d'aller au contentieux et font une rupture conventionnelle. Avant, il n'y avait pas cette possibilité-là. Donc aujourd'hui, c'est ouvert. Donc on a beaucoup, effectivement, on a moins d'affaires, donc ça va beaucoup plus vite. Pour celles qui saisissent le Conseil des prud'hommes, ils ont moins à attendre, sauf sur Paris, parce que bon, là c'est autre chose. Mais dans les régions, les jugements des dossiers sont beaucoup plus rapides. Donc, il y a moins, effectivement, de demandes à ce niveau-là. Par contre, on voit apparaître, là, j'ai un petit peu plus loin dans la question, mais depuis la mise en place du barème Macron, on voit apparaître d'autres chefs de demande, comme par exemple des demandes de dommages d'intérêt pour harcèlement moral ou sexuel. Si le harcèlement est reconnu, ça permet effectivement au juge de dépasser le barème Macron. Alors, on peut avoir des demandes justement de dommages et intérêts pour harcèlement, pour licenciement bien sûr sans cause réelle et sérieuse, mais aussi pour rupture brutale et vexatoire, pour indemnité pour remise tardive de documents, etc. Enfin bon, je vous en fais pas la liste, mais quelquefois on peut avoir une trentaine de demandes à traiter. Donc quand je vous disais que les jugements et les délibérés sont longs, c'est qu'il faut répondre à chaque demande et motiver chaque demande qui a été faite. Donc, si on a 30 demandes, il faut répondre aux 30 demandes. Bon, merci beaucoup, Laurence. Faut se demander qu'est-ce qu'un freelance. Un freelance, c'est un auto-entrepreneur quelque part. Hein. Oui. Hein, voilà. Et puis ici, je suppose que c'était Anne-Gaëlle demandait ce que c'était que les AGS. Je vous ai mis le site internet en réponse à votre question. Merci. Un fonds de garantie pour payer les salaires. Oui. Et puis. Oui, excusez-moi, je l'ai pas précisé.
Après, c'est du jargon. Oui, oui, oui. Et puis, moi, je vous annonce maintenant ce qui se passe la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, vous allez retrouver notre petit David fort sympathique que vous avez rencontré pour la première fois début septembre. Il revient nous voir. Notre ancien médecin généraliste qui va s'occuper de vos émotions. Voilà, on va vous parler de comment gérer vos émotions au travail. Il va vous expliquer tout ça avec ses mots à lui et son sourire. Vous allez être hypnotisé comme vous l'avez toutes et tous été début septembre avec le premier webinaire qu'on a fait avec David. Et j'ai reçu beaucoup de demandes. Quand est-ce qu'on revoit David? Quand est-ce qu'il revient? Etc. Donc il revient la semaine prochaine. Voilà. Donc pour vous parler de vos émotions au travail. Et comme il est un petit peu bavard et que vous êtes très intéressé à chaque fois qu'il est là, on va pousser peut-être jusqu'à 15h30 au maximum la durée de ce webinaire. Donc c'est la semaine prochaine. Vous voyez, sur la fiche, j'ai même pas encore mis le nouveau logo Second Souffle, c'est encore l'ancien. Donc à la fin de ce webinaire, vous serez redirigé directement vers le site Second Souffle et vous verrez que le logo Second Souffle nouveau n'est toujours pas mis en ligne sur le site Second Souffle. Et vous verrez également cette formidable affiche et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour vous inscrire. Voilà. Et puis d'ici la fin de l'après-midi, je vous envoie un petit mail pour vous dire que le replay est disponible et vous pourrez télécharger la présentation. Oui, tout à fait. De la fête Laurence. Voilà. En tout cas, merci à tous pour vos questions et de fait d'être actifs au niveau de ce webinaire. Très bon week-end. Merci beaucoup. Bon week-end. Bon week-end à toutes et à tous. À la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye.